Merci pour l'invitation. Je vais vous présenter les travaux qu'on a menés dans le cadre du projet Territoire durable. C'était un projet démarré en 2020 qui s'est terminé en 2023, financé par le ministère des Outre-mer. Un projet mené à La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique. Et dans le cadre spécifiquement des activités en Guadeloupe, on a mené cette recherche qui visait à co-concevoir des systèmes de production sans pesticides avec un focus sur la banane. C'est une recherche qu'on a menée avec les collègues de l'INRAE en Guadeloupe, de l'unité A7, mais aussi avec l'Institut technique tropical. Alors, il y a des collègues qui ont participé à cette expérimentation qui sont présents dans ce webinaire. Je pense qu'Élodie est présente. Mais voilà, on était plusieurs impliqués dans cette recherche que je vais vous présenter. Alors là, je vous ai mis une infographie de la DAF de Guadeloupe qui montre une partie du problème en Guadeloupe. Enfin, la Guadeloupe, elle est tristement célèbre avec la Martinique pour le scandale chlordécone. Et en fait, ce qu'on voit sur cette carte, c'est cette zone qui correspond au croissant bananier et qui correspond à une zone potentiellement contaminée par le chlordécone. Le chlordécone étant un pesticide qui a été utilisé officiellement jusque dans les années, enfin au début des années 90, 92, officieusement un peu plus tard aussi, et qui a contaminé du coup de façon plutôt pérenne les sols, mais aussi les eaux de rivières et même les zones côtières marines, avec des implications importantes sur l'alimentation, les systèmes alimentaires. Donc, c'est une problématique importante en Guadeloupe qui met sous pression finalement les agriculteurs, avec une forte demande de la société civile d'aller vers des systèmes alimentaires plus agroécologiques. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'a été menée cette étude. Alors, elle visait à réduire les pesticides, on va dire, actuels, mais réfléchir à une réduction des pesticides actuels implique aussi de s'intéresser à cette problématique chlordécone, surtout quand on travaille dans cette zone. Donc, ce contexte, je disais, il a mis sous pression les agriculteurs et en particulier les producteurs de bananes. Comme vous le savez sûrement, le chlordécone, il a été utilisé par les producteurs de bananes pour faire face à un insecte. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que au début des années 2000, il y a eu plusieurs programmes qui ont contribué à accompagner la transition agroécologique de ces producteurs. Et donc, c'est plutôt une réussite parce que sur ce graphe, on voit une diminution quand même importante des pesticides utilisés sur la banane, en particulier les fongicides, mais aussi les insecticides. Par contre, les herbicides restent un poste important d'utilisation de pesticides. On est en zone tropicale, donc c'est quand même une problématique qui est difficile à gérer. Et on a encore des utilisations, même si elles ont diminué, mais importantes d'herbicides. Alors là, j'ai voulu vous mettre en illustration des exemples de pratiques qui ont été testées avec la recherche, avec l'Institut technique qui a été créé à ce moment-là, et donc et qui vise à mieux accompagner les producteurs de bananes. Il y a une meilleure structuration de la filière aussi. Et donc, l'un des exemples ici que j'ai mis, c'est l'utilisation des plantes de couverture pour mieux contrôler l'enherbement dans les bananeraies. C'est aussi l'usage de vitroplans pour avoir des plants sains de bananes et limiter l'infestation par les nématodes. Mais il y a aussi d'autres alternatives, le paillage, la jachère. Et donc, la mise en œuvre de ces pratiques, c'est ça qui a permis cette réduction importante des pesticides sur la banane. Il faut quand même citer aussi le désherbage mécanique, qui est aujourd'hui la principale alternative pour... je ne sais pas si vous m'entendez bien. Allô, allô? Si, si, ça va. Mm. Ah oui, OK. Qui est aujourd'hui la principale alternative pour réduire les mauvaises herbes dans les bananeraies. C'est plutôt le désherbage mécanique. Sachant que ce désherbage mécanique, il est quand même 5 fois plus
coûteux que l'utilisation des herbicides et c'est aussi extrêmement pénible. Ça se fait de différentes façons, mais beaucoup via l'utilisation de la débroussailleuse qui peut être très lourde. Donc, c'est quand même plutôt pénible l'utilisation de cette débroussailleuse dans les bananeraies, mais c'est aujourd'hui une alternative importante à l'utilisation des herbicides. Alors, partout dans le monde, comme vous le savez, il y a pas mal d'alternatives qui se développent et qui introduisent des animaux pour limiter les pesticides. Donc, j'ai récupéré des illustrations sur internet. Et en particulier, en haut, on voit des moutons dans des vignes. Par contre, l'animal dans les bananeraies, c'est une alternative qui n'avait pas été explorée par la recherche. Donc, dans le cadre de cette recherche, on s'est posé la question des modalités d'intégration des animaux dans les bananeraies pour contrôler, pour contrôler l'enherbement et réduire les herbicides. Donc, on a mené une démarche basée sur différentes étapes itératives. Tout d'abord, un diagnostic des pratiques existantes, des ateliers de co-conception, des expérimentations chez les agriculteurs, et aussi un suivi réflexif du processus. Donc, les partenaires de cette recherche, je les ai déjà mentionnés, c'est un peu les co-auteurs, mais il faut signaler que les agriculteurs étaient partie prenante. On a eu aussi au début du processus la Chambre d'agriculture et l'Institut de l'élevage, mais on va dire les 4 partenaires qui sont restés durant tout le processus, c'est le CIRAD, l'INRAE, les agriculteurs et l'Institut technique. Donc, je vais vous présenter le résultat principal de chaque étape de la recherche. Donc, pour ce diagnostic, ce qu'on a fait en premier, c'était des enquêtes auprès d'une vingtaine de producteurs de cette zone du croissant bananier pour comprendre quelles étaient les pratiques d'intégration agriculture-élevage existantes, même si ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette zone d'étude, à perte de vue, ce qu'on voit, c'est essentiellement de la banane. Donc, de prime abord, on ne voit pas beaucoup d'élevage. Donc, ce qui nous intéressait, c'est de voir est-ce qu'il y avait des pratiques déjà d'intégration agriculture-élevage dans cette zone. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a en effet des pratiques d'intégration et qu'on pouvait faire une typologie des systèmes. On voyait des exploitations où cette intégration était plutôt sous la forme d'exportation des écarts de tri de bananes qui étaient échangés, donnés à des producteurs du voisinage pour l'alimentation de leurs animaux. Donc ça, c'est le type 1. Pour le type 2, ce qu'on a pu voir, c'est des exploitations qui intègrent vraiment un atelier d'élevage, mais c'est essentiellement des porcins conduits hors sol. Sur le type 3, ce qu'on a vu, c'est que, hormis l'échange des quarts de tri avec des voisins qui sont plutôt éleveurs, il y avait aussi des importations de déjection. Sur le type 4, ce qu'on a vu de spécifique, c'est l'utilisation des bovins pour pâturer les jachères de bananes, donc contrôler l'enherbement, mais sur les jachères. Et le type 5, c'était l'introduction de ces animaux dans l'exploitation. Donc, l'une des conclusions de ce premier travail de diagnostic, c'était de dire qu'il y a des formes d'intégration agriculture-élevage, soit à l'échelle de l'exploitation, soit à l'échelle du territoire. Donc ça, c'était quelque chose d'intéressant sur lequel on pouvait construire nos travaux. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est que l'animal n'était jamais introduit dans des parcelles en production. Il pouvait être mis sur les parcelles en jachère, mais jamais sur des parcelles productives. Donc, on a, sur l'étape suivante, mené différents ateliers. Donc, lors du premier atelier, mené avec l'Institut. Alors, l'Institut technique n'était pas encore présent. Ce qu'on avait, c'était la recherche, en particulier des zootechniciens avec de l'expertise sur le comportement des animaux exposés à la chlordécone, des agronomes de la parcelle ou de l'exploitation, également des acteurs de l'Institut de l'élevage et de la Chambre d'agriculture, ainsi que des agriculteurs de la zone de nos réseaux qu'on a mobilisés parce que c'était des agriculteurs qui
avaient des animaux dans leur exploitation. Et donc, avec ces acteurs, ce qu'on a fait lors de ce premier atelier, c'est de décrire les avantages et limites possibles d'une plus forte intégration des animaux dans les bananeraies pour réduire les pesticides. Donc, de cet échange, on a identifié différentes alternatives possibles. Une alternative qu'on a appelée élevage hors sol, une autre animal de service qui correspond à notre expérimentation, une autre qu'on a appelée coopération territoriale et une dernière décontamination forcée. Donc, comme son nom l'indique, élevage hors sol, c'est l'introduction d'un atelier hors sol pour, par exemple, produire plus de déjections, mais avec un rôle plus limité pour limiter les pesticides. Mais cette réflexion sur l'élevage hors sol, elle est née de ce contexte de chlordécone qui fait que les animaux, ils se contaminent lors du pâturage. Donc, introduire des animaux hors sol, c'est souvent l'alternative la plus sûre pour une activité d'élevage. Par contre, ça demande des compétences élevées puisqu'il faut produire du forage. Donc voilà, on a essayé de discuter de ces deux facettes dans l'atelier. Une autre alternative, donc c'est l'alternative animale de service, avec des risques, on était conscient des risques de contamination à la chlordécone des animaux, mais on a fait l'hypothèse que voilà, c'était quelque chose qui demandait des compétences, mais qui correspondait bien à ce besoin de réduire les herbicides dans les systèmes. La troisième alternative, coopération territoriale, c'est se mettre d'accord du coup avec des éleveurs qui existent dans la zone pour qu'ils viennent, enfin que leurs animaux viennent sur les parcelles cultivées. C'est potentiellement favorable en termes de risque chlordécone parce que finalement, enfin il y a un risque, mais on peut mobiliser des producteurs hors du territoire, même si ça fait débat parce qu'il peut y avoir des flux chlordécone entre les zones contaminées et des zones non contaminées. Mais en termes de compétences, ça ne nécessite pas d'acquérir de nouvelles compétences sur la conduite des animaux. Alors, elle n'a pas été aimée, cette alternative pour ces risques de transfert de chlordécone, mais aussi parce que derrière, les agriculteurs, les producteurs de bananes estimaient qu'il y avait des coûts de transaction avec d'autres agriculteurs avec lesquels ils n'auraient pas forcément l'habitude de coopérer. Donc voilà, cette alternative n'était pas forcément préférée, malgré sur le papier des compétences moindres nécessaires et un risque peut-être de transfert, mais quand même plus limité via les déjections. La quatrième alternative, des contaminations forcées, en fait, c'est de garder la logique de l'animal de service qui contrôle l'enherbement, mais à la fin de cette fonction de contrôle de l'enherbement, d'avoir une phase de hors-sol pour pouvoir décontaminer les animaux et qu'ils ne concentrent pas de chlordécone dans la viande avec les risques possibles. Donc, c'est ces quatre alternatives qui ont été discutées. Et au final, l'option animal de service a été préférée parce qu'elle réduisait les coûts de transaction avec d'autres producteurs. C'est quand même la banane, l'activité principale pour ces agriculteurs. Ils préféraient pouvoir contrôler la pratique par eux-mêmes ou par leurs techniciens et puis, ou leurs ouvriers. Et aussi, qu'il y avait peut-être une forme d'utopie aussi sur un animal qui serait un animal tondeuse. C'est un terme qui avait été utilisé par l'un des agriculteurs. Il a dit, ben, moi, je veux un animal tondeuse. Et la phase de décontamination, qu'on a appelée décontamination forcée, elle n'était pas forcément souhaitée parce qu'à ce moment-là de l'échange, les producteurs ne souhaitaient pas consommer la viande. Ils souhaitaient vraiment un animal de service qui jouerait cette fonction de contrôle de l'enherbement. Donc, ils ne voyaient pas à ce moment-là du processus l'intérêt d'aller vers une décontamination qu'ils jugeaient aussi coûteuse, qui nécessite des infrastructures
pour mettre les animaux hors sol, collecter des fourrages, etc. Donc voilà, on a abouti à cette alternative animal de service qu'on a laissée ouverte en termes de type d'animal à ce moment-là. Ça pouvait être aussi bien des petits ruminants. Voilà, tout était ouvert. Lors du second atelier, on a fait un focus sur les ovins. Après échange avec les zootechniciens, on s'est rendu compte que c'était plutôt les ovins qui présentaient le moins de risques pour la banane, moins de risques de consommer la production. Donc ça a été décidé lors du second atelier. Et lors du troisième atelier, là, on a travaillé sur le protocole expérimental en définissant, par exemple, la taille du dispositif, le nombre de placettes, le nombre d'animaux par hectare. Donc là, on a abouti sur ce dispositif, une placette de un peu moins d'un demi-hectare avec 5 ovins de 8 mois qu'on déplacerait une fois par semaine, cette placette étant clôturée et divisée en 4 sous-placettes. Enfin, la parcelle étant divisée en 4 sous-placettes clôturées. Donc, c'est le choix qu'on a fait avec des mesures tous les 2 mois du niveau de contamination chlordécone, mais aussi des mesures de l'évolution de l'enherbement dans les parcelles. Donc, ça, c'est les résultats des mesures qu'on a faites lors des expérimentations chez 4 agriculteurs. Ces 4 agriculteurs qui nous ont été conseillés par l'Institut technique. Alors, ils avaient des profils différents et on reviendra sur leur profil, mais ce que je peux dire, c'est que la moitié d'entre eux avaient déjà pratiqué l'élevage. Soit c'était des bovins conduits sur des pâturages au sein de l'exploitation, ou alors des petits ruminants hors sol ou des porcins hors sol. Donc, le premier graphe ici montre comment évolue quantitativement la biomasse sous la banane. Et ce qu'on voit, c'est que le mouton, il est efficace, effectif à diminuer le couvert sous bananerai avec une diminution en moyenne, il y avait de l'hétérogénéité, mais en moyenne de 60% entre l'entrée et la sortie des animaux. Les animaux laissent des refus, ce qui fait que voilà, il y a quand même de l'herbe après le départ des animaux. Alors, en fonction des agriculteurs, certains sont satisfaits avec ce niveau d'herbe qui reste à la sortie des animaux, mais pour d'autres qui souhaitent vraiment un niveau plus ras, certains ont quand même passé la débroussailleuse après la sortie des animaux. Sur le deuxième graphique, ce qu'on voit, c'est l'évolution des types de la composition floristique dans les placettes entre l'entrée et la sortie, enfin le début plutôt de l'expérimentation et la fin. Et ce qu'on voit, c'est que voilà, on a des évolutions de cette composition floristique. Et en particulier, ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu une diminution importante de lianes qui poussent le long du tronc des bananiers. Donc là, c'est Commelina elegans. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une liane qui est retirée manuellement par les agriculteurs. Donc ça a des implications sur la quantité de travail. Et donc, c'est ce que représente le dernier graphe. On voit que cette activité qu'on appelle le désentourage, elle a diminué sur l'exploitation. L'activité de débroussaillage a beaucoup diminué. Par contre, il y a de nouvelles tâches au sein de l'exploitation, consistant bien sûr à déplacer les animaux sur les placettes, mais aussi une nouvelle tâche qui est de débroussailler sous les clôtures. Ce sont des clôtures électriques, je l'ai mentionné. Donc, il faut vraiment pouvoir contrôler l'herbe sous les clôtures pour que le système fonctionne. Et ça, c'était nouveau et pas si évident pour certains agriculteurs qui n'étaient pas habitués à gérer des clôtures électriques. La dernière étape de la démarche, c'était ce fameux suivi réflexif. On revient 6 mois, 1 an, on observe les changements à court terme, je dirais, après la fin de l'expérimentation. Et ce qu'on a vu, c'est que bien qu'on ait un échantillon réduit d'expérimentateurs, plusieurs étaient, enfin les 4 étaient plutôt emballés à la fin de l'expérimentation
emballé à continuer cette expérimentation, même si, voilà, là, on va commencer une phase d'évaluation avec des méthodes d'évaluation d'impact. Ça, c'est une étape qui va commencer 2 ans vraiment après le projet. Donc ça, c'est une étape qui va commencer au mois de mars. Ce qu'on a observé à court terme, donc entre 6 mois et 1 an après l'expérimentation, c'est qu'un des agriculteurs expérimentateurs avait doublé la surface gérée par les animaux. Il avait, avec l'appui de l'Institut technique, acquis de nouveaux animaux et installé une bergerie pour avoir par lui-même une activité de naisseur. Euh, alors, ce qu'il faut préciser, c'est que l'agriculteur que je mentionne, c'était un agriculteur qui avait déjà de l'expérience en élevage, puisque c'était un des producteurs qui avait des bovins sur son exploitation. Donc, pour lui, cette pratique, elle était peut-être plus aisée, forcément plus aisée à réaliser que pour les autres. On a vu un engouement au niveau du territoire avec le bouche à oreille. C'est des territoires qui sont petits, la Guadeloupe et la Martinique. Donc, on a été contacté par de nouveaux agriculteurs intéressés à mettre en place la pratique, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique. Ils ont été, dans les 2 cas, très accompagnés par l'Institut technique tropical, qui a été notre partenaire dans le cadre de cette expérimentation, mais ensuite qui très rapidement a voulu intégrer cette alternative dans son plan stratégique et aller vers une phase plutôt de développement euh, en pilotant par exemple de futurs projets sur la gestion de l'enherbement, un écophyto sur la Guadeloupe et la Martinique. Donc, on a vu tout ça comme des signaux positifs. Ce qu'il faut signaler, c'est que dans ces futurs projets, on n'est pas forcément impliqué. Donc, c'est vraiment une dynamique qui continue sans nous de façon positive. Alors, ce que je voulais discuter avec vous, c'est voilà, les enseignements de cette recherche. Donc, sur le plan technique, cette pratique, elle permet de réduire de façon effective la quantité d'herbe sur les parcelles et réduire le temps de travail. Mais il ne faut pas sous-estimer la dimension organisation du travail qui est à mieux prendre en compte, puisque ce qu'on constate, c'est que même si on réduit quantitativement le temps de travail, il y a des nouvelles tâches qui sont mises en place et un travail d'astreinte qui est celui de rentrer les animaux le soir. Et pour certains producteurs, ça restait quand même une contrainte, puisque dans ces exploitations de bananes, à 14 heures, on quitte l'exploitation. Enfin, les producteurs commencent très tôt, à 6 heures le matin, et à 14 heures, il y a plus personne, ce qui peut être contraignant pour gérer un atelier d'élevage et apporter du soin aux animaux. Alors sur les leviers et verrous pour un changement d'échelle, donc on a vu les premiers signes d'un engouement, même si je disais que ce n'était pas vraiment une évaluation d'impact, mais les premiers signes qu'on a vus, on les attribue à un environnement favorable à ce type de pratique, du fait du plan régional agroécologie. J'ai mentionné aussi la pression de la société civile pour aller vers des systèmes plus agroécologiques compte tenu de ce contexte chlordécone. Il faut aussi signaler le coût élevé des intrants de synthèse et une transition agroécologique qui était déjà amorcée par la filière de la banane avec les alternatives que j'ai mentionnées en début de présentation. Mais voilà, il y a des verrous au niveau du territoire. Donc, lors des premiers ateliers avec les agriculteurs, ils nous avaient signalé des attaques de chiens. L'un des expérimentateurs, à la fin, enfin 1 mois après la fin de l'expérimentation, a perdu ses animaux du fait des attaques de chiens. Donc, on a pu constater par nous-mêmes que c'était quand même un défi en Guadeloupe que de faire face à ces attaques de chiens parce que les animaux ne sont pas contrôlés, les chiens errants ne sont pas contrôlés sur le territoire et sont nombreux. Et puis, ce risque de mettre sur le marché des animaux contaminés, quand bien même l'ambition initiale, c'était d'avoir des animaux seulement pour contrôler l'enherbement. Un autre point de discussion, c'est que voilà, on a testé une alternative qui était celle d'intégrer les animaux au sein de l'exploitation. Euh, donc, cette pratique, elle semble correspondre à des producteurs qui ont déjà une pratique de l'élevage, mais elle est quand même plus compliquée pour des producteurs de bananes qui n'ont pas
envie de changer de métier et apprendre à gérer un atelier d'élevage. Donc, ça implique de tester d'autres façons d'intégrer ces animaux dans les exploitations, avec la piste de la coopération territoriale, par exemple, que les producteurs avaient rejetée au début, mais qui peut être creusée parce que finalement, même si les coûts de transaction sont plus importants, ça pourrait favoriser voilà, cette synergie au niveau du territoire et mobiliser des compétences de vrais éleveurs pour des agriculteurs qui n'ont pas forcément envie de gérer ou ce travail d'astreinte que je mentionnais tout à l'heure. Sur le processus de co-conception lui-même, cette démarche, elle a mis en œuvre la pertinence d'avoir une approche transdisciplinaire avec des producteurs impliqués dans toutes les étapes de la recherche. Le fait d'avoir des expérimentations plutôt en station était cohérent avec ce désir de les impliquer, enfin des expérimentations chez les producteurs plutôt qu'en station. Et puis aussi une diversité de disciplines avec des agronomes et puis des sciences animales avec la diversité des métiers derrière. Mais il y a des choses qu'il faut continuer à explorer. Notre expérimentation, elle était conduite sur 6 mois, donc il faudrait continuer à mieux quantifier des effets environnementaux à plus long terme sur l'évolution de la composition floristique, par exemple, mais aussi sur des émissions de gaz à effet de serre liées à l'introduction des animaux. Et puis une réflexion sur comment on réplique non pas les animaux, les moutons partout, mais le processus avec d'autres systèmes de culture ou d'autres types d'animaux dans les systèmes de culture. Donc voilà, j'ai terminé. Voilà, je voulais insister juste sur le fait que la pratique, elle est prometteuse, mais l'animal n'est pas une tondeuse, contrairement à la demande initiale d'un des agriculteurs au début. Une vigilance sur le profil des producteurs à qui la pratique est promue, la nécessité de contrôler des verrous au niveau du territoire, en particulier les chiens errants, c'était un défi plus important qu'imaginé, et la nécessité de mobiliser des aides publiques pour favoriser le développement de la pratique. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue et je vous remercie.